Ferme les yeux. Tu es seul dans une pièce sombre. Le silence est total. Et dans ce silence, une seule pensée tourne en boucle, insistante, presque cruelle. Personne ne croit en moi. Peut-être que des gens en qui tu avais confiance t'ont déçu. Peut-être que tu as été réduite, minimisée, ignorée par ceux qui n'ont jamais pris la peine de regarder ce que tu portais vraiment en toi. Alors aujourd'hui, je vais te dire quelque chose que tu dois entendre. Ce silence, cet isolement, ce n'est pas une malédiction, c'est un point de départ. C'est l'endroit précis où tu vas commencer à te construire, à te renforcer et à prouver, d'abord à toi-même, que tu es capable d'avancer. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour ceux qui cherchent une excuse de plus pour rester immobiles. Il est pour ceux qui ont encore quelque chose qui brûle à l'intérieur, pour ceux qui sont prêts à se lever, à se battre et à avancer, même seuls, même sans applaudissements. On t'a appris à voir la solitude comme une faiblesse, comme quelque chose à fuir, à combler, à faire disparaître le plus vite possible. Le monde te dit que si tu es seul, c'est qu'il y a un problème, que la valeur d'une personne se mesure au nombre de gens qui l'entourent. C'est un mensonge. La solitude est l'une des expériences les plus formatrices qui soient, à condition de ne pas la fuir. Dans un monde saturé de bruit, de notifications, d'opinions permanentes, être capable de rester seul avec soi-même est devenu quelque chose de rare. Et ce qui est rare a de la valeur. Quand tu es seul, les interférences disparaissent. Il n'y a plus de voix extérieures pour te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois vouloir, ce que tu es censé ressentir. Il n'y a que toi, tes pensées, tes désirs, tes peurs, tes ambitions. C'est le moment de faire le point sans filtre, d'évaluer honnêtement où tu en es, d'analyser tes choix et de te demander vraiment vers où tu veux aller. La solitude pose les vraies questions. Qui suis-je, au fond? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Ces questions-là, on ne peut pas y répondre dans le bruit. On ne peut y répondre que dans le calme. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas confortable. Rester seul avec soi-même, c'est aussi se retrouver face à ses propres zones d'ombre, ses contradictions, ses peurs inavouées, les décisions repoussées depuis trop longtemps. Et ça demande un vrai courage. Pas le courage spectaculaire qu'on voit dans les films, le courage discret et difficile de rester là, de regarder et de ne pas fuir. Ceux qui traversent ça, qui restent dans l'inconfort au lieu de courir vers n'importe quelle distraction, ressortent différents, plus ancrés, plus clairs, plus eux-mêmes, et c'est précisément ce dont tu as besoin. Certains des esprits les plus remarquables de l'histoire ont puisé leur force dans des périodes d'isolement prolongé. Newton, Curie, tant d'autres ont passé des semaines, des mois, loin du tumulte social, à plonger dans leur travail. Pas parce qu'ils n'aimaient pas les gens, mais parce qu'ils avaient compris quelque chose d'essentiel. Les grandes idées ont besoin d'espace pour germer. Elles ne poussent pas dans le vacarme. Pense à une graine plantée dans un sol fertile. Sans les vents violents des opinions des autres, sans les parasites des jugements extérieurs, elle peut s'enraciner profondément et pousser à son propre rythme, dans sa propre direction. Tu es cette graine, et la solitude est ce sol. Des recherches en psychologie, notamment les travaux de Mihaly Csikszentmihalyi sur l'état de flow, montrent que les moments de concentration solitaire sont ceux où l'être humain atteint ses niveaux les plus élevés de productivité et de satisfaction. Quand personne ne vient briser ta focalisation, tu peux entrer dans cet état où le temps s'efface, où tu es entièrement présente à ce que tu fais. C'est là que le meilleur de toi émerge. Imagine que tu es en train de construire un projet. Dans la solitude, tu peux réfléchir sans les filtres des doutes des autres, sans les « mais tu es sûr » ou les « ça va être difficile ». Tu analyses, tu esquisses, tu testes. Chaque heure passée seule affine ce que tu construis, le rend plus solide, plus résistant à ce qui viendra ensuite. Et si tu es artiste, c'est dans cet espace que tu peux explorer tes émotions sans censure, créer sans permission et produire quelque chose d'authentique, précisément parce que ça vient de toi, pas de ce que les autres attendent. Pour apprivoiser cet isolement, construis des rituels quotidiens simples. Une courte méditation le matin pour clarifier l'esprit, l'écriture pour mettre en ordre les pensées qui se bousculent, le mouvement physique pour libérer ce que le corps accumule. Ces habitudes transforment la solitude d'une expérience subie en un espace choisi. Et avec le temps, tu réaliseras que ces moments seuls sont devenus tes moments les plus précieux. Dans de nombreuses traditions, notamment dans le bouddhisme zen, la retraite solitaire n'est pas une punition, c'est une pratique, une sagesse ancienne qui traverse les cultures et les siècles. Adopte cette perspective. Chaque moment passé seul est une méditation sur ce que tu es et sur ce que tu peux devenir. Mais tout ça ne tient que si tu crois en toi. Pas d'une manière abstraite, pas d'une manière naïve, d'une manière concrète et opérationnelle. Cette conviction profonde que quoi qu'il arrive, tu trouveras un chemin, que tu es capable de traverser ce qui se présente, que tu n'es pas condamné à rester là où tu es. Sans cette conviction, rien ne fonctionne vraiment. Les talents les plus brillants restent inexploités, les projets les plus ambitieux restent inachevés, parce que c'est cette foi en toi-même qui te pousse à continuer quand tout pousse à l'arrêt. Imagine-toi au bord d'un précipice, il fait nuit, le vent souffle fort, tu ne vois pas à 1 mètre devant toi.
Ce qui te fait poser le pied suivant, ce n'est pas une certitude absolue que tout va bien se passer. C'est cette conviction sourde que tu trouveras un appui, que le sol est là, même si tu ne le vois pas encore. C'est ça, la confiance en soi. Pas l'absence de doute, le choix délibéré d'avancer malgré lui. Et cette confiance, elle ne surgit pas du néant, elle se construit, méthodiquement, patiemment. Commence par des victoires à ta portée, pas des exploits spectaculaires, des objectifs atteignables. Aujourd'hui, cette semaine, chaque objectif atteint, aussi petit soit-il, dépose une couche supplémentaire dans la structure de ta confiance. Ces couches s'accumulent, c'est mécanique. Prends aussi l'habitude de regarder en arrière régulièrement, pas par nostalgie, mais pour mesurer le chemin parcouru. La plupart des gens sont tellement focalisés sur ce qui manque encore qu'ils oublient de constater tout ce qu'ils ont déjà traversé. C'est une distorsion coûteuse. Corrige-la. Identifie ce qui érode ta confiance, les personnes qui minimisent, les environnements qui étouffent, les contenus qui découragent, et réduis leur accès à ton espace mental. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la gestion saine de tes ressources intérieures. Et entoure-toi de gens qui croient en ce que tu construis, qui t'encouragent sans te flatter, qui te challenge sans te démolir. Utilise la visualisation, pas comme exercice magique, mais comme outil de calibration. Projette-toi précisément dans l'état où tu seras une fois l'objectif atteint. Ce que tu ressens, ce que tu vois autour de toi, ce qui a changé. Ton cerveau commence à traiter cet état futur comme une direction réelle plutôt qu'un fantasme vague. Affronte tes peurs directement, pas tout en même temps, progressivement. Chaque évitement les renforce, chaque confrontation, même imparfaite, les réduit. Et avec le temps, quelque chose change. Tu commences à reconnaître la peur non comme un signal d'arrêt, mais comme un signal d'information. Elle te montre où quelque chose d'important est en jeu. Investis dans l'acquisition de compétences concrètes. La maîtrise technique est l'une des bases les plus solides de la confiance en soi, parce qu'elle ne dépend pas de l'opinion d'autrui. Elle est vérifiable, elle est réelle. Adopte physiquement la posture de quelqu'un qui avance. Le corps et l'esprit s'influencent mutuellement dans les deux sens. Tiens-toi droite, regarde les gens dans les yeux, parle avec clarté. Même si intérieurement tu doutes, agis comme si tu ne doutais pas. Ton système nerveux finira par s'aligner. Et chaque jour, avant de commencer, identifie 3 choses qui fonctionnent déjà dans ta vie. Pas comme exercice de pensée positive niaise, mais comme correction d'un biais cognitif réel. Le cerveau humain est câblé pour détecter les menaces et les déficits. Il lui faut un contrepoids délibéré pour percevoir l'ensemble du tableau. Des figures comme Oprah Winfrey, issues de milieux où rien ne prédisposait au succès, ont construit quelque chose d'extraordinaire en s'appuyant sur ces mêmes principes. La visualisation, la gratitude, la conviction que chaque obstacle est de la matière première et non un verdict final. Ce n'est pas de la mythologie, c'est une méthode. La recherche en neurosciences, notamment les travaux de Carol Dweck sur le mindset de croissance, montre que voir les échecs comme des étapes d'apprentissage plutôt que comme des jugements sur ta valeur transforme durablement la confiance. Et des techniques corporelles simples, comme adopter une posture ouverte et expansive pendant quelques minutes avant une situation difficile, ont des effets mesurables sur les niveaux d'hormones de stress. Le corps est un levier, utilise-le. Sur le plan relationnel, apprends à maintenir ton cap face aux influences qui te tirent vers le bas, pas avec agressivité, mais avec clarté. Et rejoins des espaces où des gens qui construisent quelque chose se retrouvent pour absorber de l'énergie positive sans en devenir dépendante. Mesure tes progrès. Tiens un journal de confiance. Note tes niveaux au fil des semaines. Identifie ce qui les influence. Au fil du temps, la courbe devient visible. Et cette courbe, elle devient elle-même une source de confiance. Les obstacles que tu rencontres ne sont pas des anomalies dans ton parcours. Ils sont le parcours. Toute progression réelle, physique, intellectuelle, professionnelle, fonctionne sur un seul principe. La résistance produit la croissance. Un muscle ne se développe pas sans charge. Une compétence ne s'affine pas sans difficulté. Un individu ne se renforce pas sans épreuve. Ce n'est pas une métaphore, c'est mécanique. L'athlète qui s'entraîne ne progresse pas grâce à la douleur et l'épuisement. Il progresse à travers eux. Le musicien qui maîtrise un morceau difficile ne le fait pas en évitant les passages compliqués. Il les répète jusqu'à ce que la résistance cède. L'entrepreneuse qui construit quelque chose de durable traverse des obstacles un par un, et chaque obstacle traversé renforce ce qu'elle bâtit. Alors quand une difficulté se présente, tu as 2 façons de la lire. La première, c'est une menace, quelque chose qui arrive contre toi, qui confirme que le chemin est trop difficile, que tu n'es peut-être pas faite pour ça. La seconde, c'est une donnée. Cette résistance t'indique quelque chose, une compétence à développer, une approche à ajuster, une limite à repousser. La première lecture paralyse, la seconde génère de l'action. Et ce qui détermine laquelle tu adoptes, c'est l'habitude, pas l'optimisme inné. L'habitude, construite par répétition délibérée. Chaque fois que tu es face à une résistance, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que ça révèle sur ce que je dois encore développer? Pas pourquoi ça m'arrive à moi, mais qu'est-ce que ça m'apprend? Cette question transforme l'obstacle en diagnostic. Et un diagnostic, tu peux travailler dessus. La résilience n'est pas un don que tu as ou que tu n'as pas. C'est une compétence. Elle se développe par exposition répétée à la difficulté. Chaque obstacle que tu traverses vraiment, pas que tu contournes, pas que tu attends que quelqu'un gère à ta place, augmente cette capacité. Elle te permet de maintenir ta trajectoire quand les conditions sont défavorables, de continuer à avancer quand l'élan s'est évaporé, de prendre des décisions claires sous pression, et surtout, de ne pas laisser les revers définir ta direction. Un revers est un événement, ta direction est une décision. Ce sont 2 choses différentes. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a développé toute sa pensée autour d'une idée centrale. Trouver un sens dans la souffrance transforme l'épreuve en croissance. Ce n'est pas de la résignation, c'est un acte de puissance intérieure. Pour chaque défi que tu traverses, pose-toi la question, quelle leçon est cachée là-dedans? Ce déplacement de perspective, de victime à apprenante, change tout. Thomas Edison a échoué une milliers de fois avant de trouver ce qui fonctionnait. Il ne voyait pas ses échecs comme des preuves de son incapacité. Il les voyait comme des étapes nécessaires dans un processus. Documente tes échecs, extrais ce qu'il t'enseigne, ajuste, continue. Pour réussir sur ton propre chemin, il faut apprendre à te libérer des attentes extérieures. Pas de manière agressive, mais avec une clarté tranquille et ferme. Les gens autour de toi voient ta vie à travers le prisme de leurs propres expériences, leurs propres peurs, leurs propres limites. Ils ne voient pas ce que tu portes, ils ne comprennent pas forcément tes rêves. Et leurs attentes, aussi bienveillantes qu'elles soient,
sont pas des cartes de ton territoire intérieur. L'indépendance se construit sur 2 piliers. Le premier, une connaissance honnête de toi-même. Pas la version idéalisée, pas la version que tu projettes pour plaire. Toi, avec tes forces réelles, tes zones d'ombre réelles, tes motivations profondes. Cette connaissance te donne une boussole interne. Quand les avis extérieurs arrivent, et ils arrivent toujours, tu as un référentiel propre pour évaluer ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Le second pilier, la confiance dans ton propre jugement. Pas l'arrogance, la confiance. La capacité à prendre des décisions alignées avec tes propres valeurs, même quand personne autour de toi ne valide ce choix, même quand les regards sont sceptiques, même quand tu es la seule à voir où tu vas. Quand ces 2 piliers sont en place, les critiques cessent d'être des menaces. Tu peux les entendre, évaluer ce qui est utile, et laisser le reste, sans que ça t'ébranle. Et les personnes que tu attires changent, parce que tu cesses d'envoyer le signal de quelqu'un qui cherche à être validé. Tu envoies le signal de quelqu'un qui sait où elle va. Et ça change tout dans les dynamiques qui se créent autour de toi. Réussir sur ton propre chemin est aussi profondément plus satisfaisant. Il y a une différence qualitative entre une vie construite selon tes propres termes et une vie construite pour répondre aux attentes des autres. La première t'appartient, la seconde t'épuise. Il y aura de la douleur, c'est inévitable. La douleur de l'échec,